Alors voilà, notre premier invité, ça a disparu. Nous allons avoir maintenant notre deuxième invité, alors qui vient. Et là, notre deuxième invité s'appelle Alex Saraf. Alex Saraf, lui, il a écrit un livre qui s'appelle « La psychologie pour apprécier l'humain ». Et la personne qui va vous le présenter après avoir dit bonjour Alex, Bonjour. c'est Denis Martin Chabot, puisque c'est lui qui me l'a fait connaître. Et j'ai lu certaines choses dont j'ai envie de lui parler. Mais c'est Denis Martin qui fait la présentation. Je vais commencer, mais tu as certainement des bonnes questions à lui poser parce que son livre en suscite que beaucoup. Des bonnes questions. Alors, Alex Saraf, bonjour. Bonjour. Nous, on se connaît depuis quelques temps parce que tu es un habitué du Salon du Livre et tout ça. Et puis, Alex, parle-moi de toi. Qui es-tu? Moi, je suis psychopédagogue de formation. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal, mon baccalauréat en psychologie, ma maîtrise en psychopédagogie. Et puis, j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent depuis plusieurs années. J'ai travaillé à la garderie comme éducateur auprès des enfants de 4-5 ans. J'adore enseigner. J'ai mes passe-temps, la lecture, l'écriture. Et puis, j'ai écrit un livre là, que j'ai... La psychopédagogie. Qu'est-ce que... La psychologie pour apprécier l'humain. Mais les psychopédagogues. Oui. Alors là, c'est une spécialité, puis tu l'expliques aussi dans le livre, mais explique-nous là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça, la psychopédagogie, c'est une branche de la psychologie, c'est un champ de spécialisation où on étudie l'enseignement, on étudie les stratégies de mémorisation, parce qu'il y a plusieurs champs de spécialisation en psychologie. Il y en a que c'est... Les plusieurs champs sont la neuropsychologie, la psychologie clinique, la psychologie de développement, puis moi, c'est la psychopédagogie. Donc, les psychopédagogues, ils dispensent de la formation dans un groupe, ils vont faire de l'évaluation avec des questionnaires, des tests, puis ils étudient les dynamiques de groupe, puis c'est ma branche. Mais alors, sur ta vie personnelle, excuse-moi, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, mais tu n'es pas obligé de me répondre. Vas-y, je vais essayer. Dans tout ce que tu as écrit, l'adolescence, la façon dont on grandit dans une famille, ce qu'on peut avoir, les violences et le reste, est-ce que dans ces choses-là dont tu parles, dont tu as discuté avec tes élèves aussi, je pense, enfin que tu as eu des jeunes, tu as vu des jeunes pour répondre à ça, est-ce que tu as vécu toi-même des choses dramatiques, difficiles, on va dire, sans dire dramatiques? Je dirais difficiles. Oui. Je dirais oui. Ouais. Sans rentrer dans les détails. Mais non, mais c'est ce qui fait ta compréhension de tout ça. Moi, je pense que oui. C'est juste ça que je voulais te demander, s'il y avait quelque chose. Parce que quand il y a quelque chose de personnel, c'est toujours plus... On rentre encore plus loin dans la conversation avec les jeunes. On va plus loin dans l'apprentissage de tout ça. Oui, mais j'ai envie de répondre que le processus de créativité, là, la psychologie positive, c'est aussi de prendre le négatif puis de le tourner en positif. Oui, donc, l'auteur aussi, il écrit sur ce qu'il connaît. C'est de la sublimation. C'est libérateur d'avoir écrit un livre. Donc, oui, il y a du moi là-dedans. Il y a du moi qui est remanié, qu'on peut... Peut-être les gens qui connaissent ma vie savent qu'il y a du moi là-dedans. Et puis, il y a du toi guéri. Oui, mais il y a beaucoup d'Alex dans ce livre. Ouais. Moi, pour le connaître maintenant, si vous lisez le livre, vous allez ressentir une joie de vivre, malgré tous les problèmes dont tu parles dans le livre, parce qu'on parle quand même de choses assez profondes. On parle juste que de la violence conjugale, de la dépendance affective. Je vais en parler de ça. Oui. C'est ton mot. Mais je veux juste amener ça parce que je veux qu'on découvre le personnage, parce que Alex, c'est un personnage. C'est vrai que la façon dont tu l'expliques, d'abord, il faut dire que sur son livre, la photo de première page, c'est quelqu'un qui est étendu, moi je dirais, sur une chaise, enfin presque une chaise longue, décontractée, chaussettes à l'air, enfin décontractée quand même, la photo. Oui, c'est sûr. Hein? Elle est décontractée, puis dessous, c'est marqué « La psychologie pour apprécier l'humain » et en dessous, c'est écrit « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée ». Sur quoi je suis bien d'accord, même si j'en fais partie de ces gens-là. Oui, c'est certain. Je pense tu compliques la vie. Il y a des gens qui nous la compliquent, je trouve, parce que la vie est vraiment belle telle qu'elle est. Puis parfois, on se la complique aussi. Voilà, je serais plutôt du parti pris de dire que nous, déjà, on se charge bien comme il faut de se la compliquer tout seul sans avoir les autres qui arrivent aussi après. Ouais, mais pour répondre à votre question, j'aimerais ça, pour la dépendance affective, pour la violence conjugale, je ne l'ai pas vécu, mais pour les relations interpersonnelles qui peuvent être difficiles, oui.
On le vit surtout dans notre milieu professionnel avec les gens de notre entourage. Ça, c'est certain. Pour l'amour et le deuil, en fin de compte, oui, c'est un témoignage. C'est mon témoignage de deuil de 3 ans après 8 ans de relation de couple. Donc oui, il y a du moi là-dedans. C'est sûr que là, je me révèle, mais en même temps, c'est vrai. Donc, je suis très fier de ça, là, que ça a donné ce produit-là. Mais pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que je veux qu'on va rentrer dans déjà. Pourquoi? Parce que quand tu vas répondre pourquoi, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Ben, premièrement, je voulais partager avec le grand public, je voulais écrire un livre de vulgarisation en psychologie où il y a plusieurs thèmes. Donc, j'ai pris beaucoup de formations. J'ai pris une formation avec Yvon Dallaire et Yves Spalti, la formation de psychologie positive, en tout cas la formation avec lui et avec Yves et Yvon de 120 heures de thérapie conjugale positive, de thérapie sexuelle positive. Donc, j'avais pris ça. J'avais pris des formations avec psychologues, psychanalystes, etc. Sexologue. Donc, je voulais le partager. En fin de compte, le point de départ, c'est que je voulais publier mon essai de maîtrise. D'accord. Mais au fur et à mesure que ça avançait, il n'y avait pas 30%, 10% de mon essai qui est dans mon livre. Il y en a juste 1%. Donc, j'ai complètement écrit un livre. C'était le point de départ. Donc, je ne sais pas si dans le temps, il y a 10 ans de ça, quand je voulais le publier, en fin de compte, dès mars 2007, si j'aurais dit, ben, je prends mon ordinateur puis j'écris un livre. Donc, c'était là. Puis, au fur et à mesure que ça avançait, j'ajoutais des chapitres. Oui. Puis, je voulais vraiment écrire un livre qui pourrait être lu par le grand public, qu'on soit parents, ados, enseignants, monsieur, madame, tout le monde. Mais là, tu as eu des discussions avec d'autres, à part ce que tu as appris, je veux dire, est-ce que tu as eu des discussions avec des ados? Ben c'est certain, je leur enseigne. Donc c'est sûr que mais des discussions très très personnelles. Sur ma vie personnelle, non. Non, mais sur la leur, enfin je veux dire. Sur la leur, mais c'est sûr que moi je suis quelqu'un qui est empathique et réceptif. C'est sûr que les étudiants se confient à moi. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui se dit reste dans mon bureau, on s'entend bien. Bien sûr. Mais c'est ça, mais il y a aucun, en fin de compte, il y a aucune mention d'un étudiant ou que ça soit même remanié. Il n'y a pas d'exemple, simplement. Non, tout a été transposé, j'en conviens. Ouais. Simplement, c'est tellement près de la jeunesse, de l'adolescence, que c'était ça ma question, en fait. Et moi, en fait, je dois dire que la première fois qu'Alex m'a parlé de son livre, je disais, moi, des livres de développement personnel, je peux vous le dire, je le dis en ondes, je me commets, je suis pas très fort là-dedans. Il y en a d'excellents. Et puis, ben oui, j'aime beaucoup le terme, je suis plus capable, il y en a tellement. Mais là, il me convainc, il dit, Denis, il faut vraiment que tu lises mon livre. Et puis là, j'ai commencé à le lire, son livre, et je dois le dire. Je dis, mais non, mais c'est tellement intéressant. Très basique, très on est vraiment dans la vulgarisation. C'est très basique, c'est très simple. Et moi, je me dis, mais finalement, là, ce livre-là, là, ça devrait être un guide qu'on donne à tous les parents, à tous les enfants à l'école, parce que c'est tellement simple. Je trouve pas, il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas. Mais je pense que c'est un truc en psychologie. Une fois qu'on a identifié le problème, il est plus facile de le régler, c'est ça? C'est certain. C'est ça qu'on trouve dans ton livre. Je trouve que ton livre, il est crescendo. Oui. Il commence, tu vas sourire. Tu fais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est ludique. Je l'ai lu. Tu sais, puis c'est ludique, puis la façon qu'il a de parler, tu as l'impression qu'il rit avec toi. Puis après, tu montes sur des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus intenses, je vais dire. Donc c'est pour ça que j'appelle ton livre Crescendo. Je trouve que ça va... l'écriture n'est pas... Enfin, quand je vais dire elle n'est pas pareil, je parle à des gens qui ont écrit des bouquins. Alors, enfin, moi, j'en ai jamais écrit, je peux pas en parler comme ça, mais je veux dire, quand on te lit, on rentre dans quelque chose de ludique, de presque simple, dans le départ, et puis après, on se rend compte que finalement, le livre, il n'est pas aussi simple que ça, jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est un guide pratique, ça peut toucher n'importe qui. Oui. Puis oui, ça s'adresse aussi aux adolescents. Il y a tout un chapitre sur l'adolescence. Oui. Ça, c'est certain. Et puis après, nous, en tant qu'individus, puis de toute façon, moi, j'ai envie de dire que ce qui touche l'adolescent, on l'est aussi. On a des réactions semblables en tant qu'adulte. C'est pas les 12 ans, c'est pas les 15 ans, c'est qu'on arrive à se poser les mêmes questions, sauf qu'on a des souvenirs qui viennent entraver tout ça et puis qui nous ramènent à d'autres choses. Mais
Mais autrement, la réaction, elle est similaire. Oui. Elle est similaire. C'est sûr. On grandit jamais. C'est ce qui me fait dire qu'on grandit jamais. Ou Mais pas ça beaucoup, aussi, en tout c'est cas. une grande qualité de ton livre. Il est fluide. L'écriture est fluide. Oui. C'est très simple et c'est sans prétention. Je pense que c'est ça qui vient plus m'interpeller, moi, que beaucoup d'autres choses que j'ai lues. J'en ai lu des livres de développement personnel. J'ai plein d'amis qui en ont écrit et qui m'ont dit « Veux-tu lire mon livre? » Et puis là, il faut que tu sois gentil, parce que souvent, c'est basé sur bon, ben moi, j'ai réussi à me sortir de mon problème de telle façon. Ben tant mieux pour toi, mon grand, mais ce que j'aime là-dedans, c'est non, il n'y en a pas de solution miracle. C'est vraiment les faits. Non, et puis c'est pas. Et puis oui, tu as raison. Et puis c'est pas. On lit pas ton histoire. Non, c'est On sûr. lit quelque Ça chose. doit être intéressant, ton histoire, qui quand même. nous parle. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, en lisant le livre, j'ai pas l'impression de lire ton histoire. Non, Je c'est lis ça. quelque chose qui est. Voilà. Alors, il y a des choses qui, pour moi, à mon niveau, mais après, c'est chacun pour soi. Je veux dire, où je dis, ah bah oui, ça, ouais, bien sûr, ça je connais bien. Mais puis après, j'arrive à d'autres choses où je dis, ah ben. Tu vois, où il y a des réflexions qui me font moi-même réfléchir. Oui, Voilà, c'est sûr. dessus. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va crescendo. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dépendance affective. Oui. Oui, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup de nos Oui. jours Oui. dans notre monde. Et Il me fauche ma question, mais c'est pas grave. Capable. ça y est, on va perdre le contrôle de l'émission. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allez, pose la question, ma femme. Non, moi, c'était pas. Tu peux y aller avec la dépendance affective Oui, parce bien que moi, sûr. mon questionnement, il sera plus sur la violence psychologique parce que Oui, je trouve ça c'est absolument sûr. Ah oui. abominable. Et je trouve vraiment que c'est ça la vraie violence. Oui. Ben, ça Donc, commence et c'est parfois ce que par la tu écris dépendance dessus. affective. Et Ouais. ça commence C'est ça. aussi. Et, les et la dépendance affective, est-ce qu'on peut, comme, je sais pas, est-ce qu'on peut passer de la dépendance affective à l'indépendance affective? Et Oui. ça se fait, comment on le fait? Là? Pas des recettes miracles, mais Ouais. ouais. Mais moi, je me rappelle avoir... il y avait une conférencière, je peux la nommer en fin Oui, de oui, compte. vas-y. C'est une sexologue éducatrice au cégep de Trois-Rivières, Isabelle Borduas. Puis j'ai beaucoup aimé sa métaphore. En fin de compte, elle a montré un pont sur le PowerPoint pour la conférence, qu'on passe du pont, en fin de compte, de la dépendance affective à l'autonomie affective. Donc, la dépendance affective, j'ai aussi pris, en fin de compte, une conférence. J'ai suivi une conférence avec Marc Gervais, que j'aime beaucoup, comme auteur et comme conférencier, qui parlait de la dépendance affective. Il y a le mythe de la dépendance affective parce que c'est du grain de sel jusqu'à un peu beaucoup à extrême. Donc, on serait... tu sais, l'enfant, il naît, il est dépendant. Il a besoin qu'on va le nourrir, qu'on va le loger, qu'on va... En fin de compte, répondre à ses besoins. Puis si on répond pas à ses besoins, on fait de la négligence parentale. C'est ce que le psychoéducateur Germain Duclos dit. J'ai suivi une conférence avec lui aussi. Alors, ceci étant dit, donc oui, c'est de la dépendance affective. Moi, j'ai dit dans le livre, c'est d'être en amour avec l'amour. La personne qui est dépendante affective a toujours besoin d'être ça, avec d'être l'autre. en amour avec l'amour. Oui, Surtout parce ça. que quand elle est avec l'autre, elle ressent une grande euphorie. L'euphorie, c'est en fin de compte une joie extrême. Mais quand elle n'est pas avec cette personne-là, elle ressent un grand vide. En fin de compte, elle voudrait ne plus exister. Donc, il faudrait toujours qu'elle soit là. Puis les gens qui sont dépendants affectifs vont accepter de la violence conjugale, que ce soit Ça mène à physique, ça. verbale, sexuelle, Tout à fait. psychologique, etc. Mais c'est parce qu'ils ont un travail à faire sur eux pour C'est se certain. reconnaître en tant qu'individu, parce que ça veut dire quand tu es dépendant affectif, ça veut dire que toi en tant qu'individu, tu n'existes pas. C'est Tu sûr. n'existes que quand l'autre est là te rend compte, c'est grave, tu donnes un pouvoir immense C'est certain. à une autre personne qui n'est pas mais capable pourquoi on le d'assumer fait de ça. nos jours? Et moi, je crois que je comprends que la personne doit travailler sur elle-même, mais je pense qu'il y a aussi un contexte social qui fait qu'on est tellement seul, isolé, Ouais. et que là, les gens s'accrochent. Et Ouais. je pense que c'est beaucoup plus profond que de dire à quelqu'un « travaille sur Non, toi-même ». non, mais j'ai jamais dit une chose pareille. Je dis c'est parce que travailler sur soi, ça demande d'aller vers d'autres, d'aller t'occuper de toi à travers quelqu'un d'autre, à travers un groupe. Enfin, ça demande plein de travail à C'est faire sur difficile, soi. ouais. C'est difficile. Ouais. Faut déjà faire le premier pas pour accepter d'aller dans un groupe. Ouais. Déjà, ce qui Ouais. n'est pas rien. C'est ça. Déjà. Puis les gens qui sont dépendants affectifs avec des dépendants affectifs vont rester dans une relation amoureuse qui ne leur convient pas
parce qu'ils ont peur de rester seuls. Ça aussi, c'est un exemple de dépendance affective, puis on en connaît. Oui. Donc, ils ont peur d'être tout seuls parce que, tu sais, mais il faut aussi voir de l'autre côté de la médaille. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Moi, je pense que quand tu es dépendant affectif, peu importe avec qui tu es, c'est-à-dire que c'est pas juste ton amoureux ou ton amoureuse, c'est avec tous les gens que tu as ces comportements-là, en fait. Si chaque fois que tu te retrouves devant une tierce personne, tu recherches l'approbation, tu recherches son amour. Voilà, c'est ça. Fait que c'est dans toutes les relations, finalement, que c'est conflictuel. Et puis de travail aussi. Hein. Bien sûr, bien Parce sûr. que c'est comme ça que tu te fais manipuler aussi dans le travail, si t'es après l'approbation de quelqu'un. Est-ce qu'on sait ce qui peut causer la dépendance affective? Il y a 2 causes. D'après Isabelle Borduas, puis j'adorais sa conférence. C'est une autre personne qui l'avait dit, excusez-moi. C'est une sexologue clinicienne. Puis j'ai jasé avec elle. Attends, il faudrait que je trouve son nom. C'est pas grave. Je l'ai sur le bout de la langue, mais en tout cas, elle avait dit qu'il y a deux façons de devenir dépendant affectif. Puis moi, j'y crois à ça aussi. C'est que quand tu as reçu beaucoup d'amour, donc tu en cherches beaucoup. Et l'autre côté, c'est que quand tu as eu une carence affective, que tu n'as pas eu beaucoup d'amour, donc là, tu le cherches désespérément, puis j'ai trouvé... C'est Jenny Harvey qui est la sexologue. Donc, j'aime beaucoup ces deux ça veut dire que le trop, c'est comme le pas assez. Ouais, c'est ça. Le trop, c'est pas assez, mais c'est ça la dépendance affective. Mais la dépendance affective, tu sais, quand tu dis ça, là, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux guerres. Ben oui. Quand on va trop dans un sens ou pas assez dans un sens, c'est exactement la même chose aussi, c'est pareil. C'est assez intéressant de voir comment ton livre suscite des discussions qu'on n'est pas d'accord. C'est correct. Et c'est vraiment intéressant, mais c'est pour ça qu'on fait de la radio et c'est pour ça qu'on écrit un livre aussi. Ben oui, ça suscite des réflexions. C'est vraiment le genre de choses qui me fait bouger quand je vois à quel point on s'immobilise tout seul. Oui. On se fait peur tout seul et on reste dans son coin tout seul. Mais moi, j'ai envie de répondre aussi que beaucoup de monde qui se sont séparés après plusieurs années, quand on se sépare, on a toujours la peur de rester tout seul pour le reste de sa vie. Là. Tout le monde a eu cette peur-là. Oui. Mais après, on se rend compte après plusieurs années ou quelques années que ce n'est pas si grave que ça, puis mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est vrai. Puis à un moment donné, un couple sur deux se sépare, mais on refait le couple, on fait avec quelqu'un d'autre. Ben c'est normal aussi qu'on se sépare de plus en plus parce qu'on vit plus longtemps, puis à un moment donné, on se c'est sûr! Excuse-moi, mais c'est vraiment... je crois que les gens qui restent ensemble pendant des 30-40 ans, c'est plutôt l'exception que la règle. Mais c'est sûr. Oui, mais c'est parce qu'on devrait tous avoir c'est un effort à faire, c'est une continuité pour regarder l'autre, continuer à l'écouter, continuer à apprécier, savoir que quand c'est comme ça, c'est pas autrement, puis qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche, et selon où on se trouve, on peut pas non plus répondre à tout. C'est ça aussi qui est important. C'est parce qu'on prend pas la peine, on est énervé par quelqu'un ou ennuyé par quelqu'un, et puis on se sépare. On fait une crise, une colère, on fait pas d'effort pour essayer de se comprendre ou de se parler. Il y a tout ce qui est... je veux parler de la violence. J'ai le droit d'en parler maintenant? Ben oui. Ben non, ben voyons, toi. Je te plaisante. Parce que moi, j'aime tellement ça quand tu as écrit que la violence morale, mentale, c'est la plus forte. La psychologique. Oui, la violence psychologique est pire que la violence physique. Parce que c'est vrai, quoi. Oui. Écraser quelqu'un, moi, quand je parle pas de couple amoureux, mais quand je vois des enfants ou des jeunes gens aujourd'hui, puis qui me disent « oui, mais moi, j'arriverai jamais à rien. De toute façon, mon père, il m'a toujours dit que j'étais incapable de... » Mais moi, j'ai envie de le voir, le père. Et puis, avant de lui parler, d'abord de lui mettre mon poing sur le nez, d'abord, et après, on discute. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comment on peut dire « mais t'es incapable de faire quelque chose. T'es pas capable, tu vas jamais y arriver. » C'est ses rêves à lui, le parent, qui le transmet sur ses enfants, et puis il faut que l'enfant réussisse. Les rêves que toi, t'as pas été capable de faire, t'as qu'à te les faire, tes rêves. Mais c'est sûr. Et laisser ton fils les faire. Enfin, je suis peut-être un peu... Non, mais c'est quelque chose qui me... Ouais, t'es un peu dur, tu réponds à la violence par la violence, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais je comprends très bien. Moi aussi, quand je vois ça, j'aurais le goût d'y étrangler. Là. Je mettrais pas mon poing sur le nez de quelqu'un. Juste juste dans le ventre, peut-être. Tu sais. Non, ça fait un peu moins mal. C'est pour exprimer à quel point ça me désole qu'on ne se rende pas compte qu'en tant qu'être humain, on ne soit pas conscient du sens des mots qu'on dit quand on dit à quelqu'un, surtout quand on a
le dessus en tant que parent, quoi. De dire, mais t'es pas capable, mais t'y arriveras jamais, mais mon pauvre, mais faut toujours... Ça, c'est toute une éducation à refaire, quoi. Est-ce que c'est un manque d'autorité? Premièrement, je pense que être parent aussi, ça s'apprend, hein? Ça, on le dit, là, les gens le disent. Ouais, les enfants viennent pas avec un livre d'instruction, malheureusement. C'est certain, docteur Nadia Gagné qui le dit, être parent, ça s'apprend. Puis je pense qu'il y a des parents qui vivent à travers leurs enfants parce qu'ils n'ont pas pu réussir eux autres ce qu'ils voulaient comme accomplissement. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui vivent toutes sortes de violences, du dénigrement, de la violence physique. Parce que tu vas pas me dire que dans les écoles, quand il y a de la violence verbale d'un ado envers un autre ado, ce qu'il répète, c'est ce qu'il a entendu. Je veux dire, ça lui vient pas dans... C'est pas le peu de temps où il s'est fait éduquer en classe qui va apprendre ce genre de choses, ou chez lui ou ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoirement ses parents, mais ça peut être... mais souvent, le parent, il dit ça comme manière de provocation, en fait. Là. Quand un parent dit ça, c'est en général pour provoquer l'enfant puis le porter à... Pour ça, mais quand c'est fait une fois, mais je te parle de quelqu'un qui va répéter tous les jours ça, qui enterre... moi, j'ai un exemple en tête de quelqu'un qui m'avait parlé et qui voyait pas la valeur. Il y avait des choses qu'il savait faire, ne serait-ce que dans le dessin. Voilà, il savait faire des choses absolument fabuleuses en dessin, sauf que c'était pas, pour son père, c'était pas un travail, c'était pas reconnaissable, c'était pas... c'était donc, c'est pour le protéger? Donc, non, pas pour... Dans son cœur à lui? Dans son c'est cœur pas pour lui nuire, c'est pas pour avoir un pouvoir sur lui, c'est plus pour protéger ce qu'il pense que... Parce que selon lui, c'est pas la bonne voie. Ouais, c'est pas la bonne voie. Mais tu te rends compte du mal qu'on fait à l'enfant qui, lui, se dit, de toute façon, je suis pas capable. Viens, je vais t'embaucher pour faire ça. Non, je serai pas capable. De toute façon, mon père m'a toujours dit que j'étais incapable. Ouais. Mais ça, c'est un phénomène de société, je trouve, le pas capable, puis l'hyper-spécialisation. Chaque fois, puis c'est pas juste un père ou chez tous, je l'entends. Ah, mais tu peux pas faire ça toi-même, faut t'engager quelqu'un qui est expert là-dedans. Oui, t'en sais quelque chose, toi. Oui, moi, je rénovais ma maison, ça, tous les jours, je me faisais dire ça. Tu peux pas faire ça toi-même. Tu sais comment? Je peux l'apprendre, je vais aller sur Internet, c'est tout. Mais non, c'est ça. Et puis t'as été capable de le faire. Mais dans la conception de la majorité des gens, il faut être hyper spécialisé pour pouvoir aborder un... Juste avant, je vais prendre ton numéro de télé. Je l'ai déjà. Oui, parce qu'on j'ai des travaux à faire. Mais tout ça, mais c'est vrai, c'est le reflet de notre société quand même. Ouais. Il y a une violence dans les propos, maintenant dans notre société, puis je crois que les réseaux sociaux ont exacerbé cette violence. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de désolant là-dedans, puis je pense que ça reproduit cette violence qui se vit dans les écoles. Oui, c'est sûr, la cyberintimidation, etc. Là, donc, il y a des adolescents qui se sont suicidés. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont vécu de la cyberintimidation. Puis je pense que c'est pire quand c'est un de tes collègues, un de tes amis, ou qui dit ces choses-là, que quand c'est un parent ou quelqu'un qui est de toute façon d'une autre génération, ou qui ne comprend rien, parce que c'est une autre époque. Mais quand c'est quelqu'un qui est près de toi, ou qui est de la même génération que toi... C'est sûr, parce que... Ça, c'est dur. Parce que ça joue sur l'estime de soi. Ça descend l'estime de soi. La personne pense qu'elle a moins de la valeur. Exact. Donc, c'est certain. Donc, l'être humain a besoin, en fin de compte, de la nourriture affective. Là. Et c'est là où ça rejoint la dépendance affective. C'est-à-dire que si on devient indépendant, on peut arriver à comprendre que l'autre, ou vit ses rêves à travers toi, ou il parle que de lui quand il te parle à toi. C'est tout. Et puis là, tu te fais moins mal. C'est ça aussi. Ah non, parce que ça, c'est un sujet. Moi, quand je suis arrivée là, j'ai fait... Ouais, je comprends. Mais c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est un livre qui va être... je sais pas, moi je trouve que c'est un livre qui devrait être rendu, en fait, diffusé dans les écoles, du moins dans les cégeps. Mais ça, c'est ma prochaine étape. Là. Donc là, les bibliothèques municipales à Laval, Montréal, c'est rendu à Trois-Rivières, Sherbrooke, Blainville. J'ai fait toutes mes recherches, mais là, ma prochaine étape, c'est que ça soit dans toutes les bibliothèques des cégeps, et c'est moi qui fais les démarches. Il y a déjà 3 bibliothèques qui vont l'avoir. C'est moi-même qui dois le faire pour les autres 45 bibliothèques des cégeps. Alex, il y a notre technicien en ondes qui vient d'émettre une idée qui est excellente. Et c'est vrai, nous sommes ici à Canal M, dans Vues et Voix. Donc, c'est aussi un livre qui peut être enregistré.
Qui peut être enregistré c'est ici l'éditeur et qui doit faire la démarche, mais écoute, au pis-aller... mais j'aimerais beaucoup qui ça. peut être enregistré et comme ça, ça pourrait être lu puis entendre en livre audio. C'est hyper intéressant. Ça, il faudrait que je parle avec le Béliveau éditeur. Voilà. Moi, j'ai fait la démarche parce qu'il y a Inca pour les gens qui sont non-voyants. S'il pourrait être en audio, puis la réponse était non. Donc, mais là, il faut demander à Vusevoix. J'aimerais beaucoup ça. On va te dire, je vais te dire le hors antenne, en audio, le ça chemin. Serait génial. Merci Maurice pour ce changement. Enfin, tout ça pour dire que le livre va vraiment crescendo parce qu'on se retrouve vraiment dans des moments où, enfin, je vais pas dire on, je vais dire je. Pour assumer. Moi, je m'assume. Où au début, je souris, j'ai fait ah oui, je connais, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ou après, j'ai commencé à serrer les dents, puis après, j'ai dit, va falloir que je lui en parle. C'est bon. En ondes. Parce que j'ai pas dit une vilain mot, j'ai fait juste la grimace. J'ai dit, je vais lui parler de ça parce que je voudrais qu'il nous décortique un petit peu plus ce genre de choses. Donc, oui, c'est vrai que on recommande cette lecture. Hein? Oui. Moi, je la recommande. Oui, mais, je recommande ce livre. Merci. Moi aussi, c'est parce que c'est quand on commence, et puis comme tu commences avec l'adolescence, et que il y a à peine quelques années que je n'y suis plus, je moi, je suis un homme, j'y suis encore. Je vous en prie, arrêtez parce de rire. Nous, les hommes, on reste collés à peu près à 12-13 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, comme on le dit, écoute, moi, j'ai vu l'adolescence, alors je le prenais pas tout à fait de la même manière, puis après, j'ai commencé à entendre, à voir des choses, et puis à me rendre compte que c'était ça. Avant qu'on aille à la pause, je vais quand même répéter aux gens que le livre s'intitule « La psychologie pour apprécier l'humain ». Et c'est un livre qui a été écrit par Alex Saraf, psychopédagogue. C'est aux éditions Béliveau. Voilà. Béliveau éditeur. Alors, procurez-vous-le, ça vaut la peine. Et on part en pub.